Aujourd'hui, nous recevons Amélie Ismaili, journaliste indépendante. Bonjour Amélie. Bonjour Clara, ravie de revoir le public d'Omerta. Ravie aussi de vous recevoir. On va parler de Hello Kitty, c'est du rôle du CNRS dans cette application, donc application qui permet aux gens de quitter X pour aller vers d'autres plateformes, pour migrer, pour ne pas perdre ses utilisateurs, pas perdre ses messages, etc. Le CNRS nie toute implication directe, mais le projet vient quand même d'un de ses laboratoires, d'un de ses chercheurs, David Chavalarias. Est-ce que vous pouvez un peu nous résumer cette affaire ? Oui, alors c'est là où il y a eu un scandale, ce qui peut vraiment avoir l'apparence d'un scandale, c'est que Hello Kitty s'est présenté donc comme un collectif citoyen, entre guillemets, mais avec le logo du CNRS, avec des serveurs du CNRS pour développer cette application, sachant que c'est un collectif qui n'a pas d'entité juridique légale. Donc c'est une application, en fait, on voit que les données appartiennent au CNRS et s'il y a des questions par rapport au transfert de données, c'est la responsabilité du CNRS. Et après, en fait, qu'il y a eu toute une publicité sur les médias de Monsieur David Chavalarias. Alors, David Chavalarias étant le directeur des systèmes complexes, de l'Institut des systèmes complexes, qui est un laboratoire qui appartient au CNRS, explique qu'il a toute l'indépendance de faire des initiatives à des fins de recherche, et il nous a expliqué donc que cette initiative de Hello Kitty, qui était donc une application qui servait à transférer des données pour migrer sur d'autres plateformes des réseaux sociaux, donc de quitter X pour aller sur d'autres réseaux comme Mastodon ou Blue Sky. Et cette application-là a été donc développée entièrement avec des serveurs du CNRS et les données sont stockées sur le CNRS. Et derrière, le lendemain, on a eu le CNRS qui nous explique, ça a été révélé par Valeurs Actuelles, qu'ils n'ont aucun rapport avec cette affaire. Et c'est là où on a commencé à avoir un flou. Parce que si c'est pas le CNRS qui le fait, c'est David Chavalarias lui-même par un collectif, mais ça reste quand même le CNRS qui héberge les données, ça reste quand même le logo du CNRS qui apparaît partout sur ce collectif, sur l'application, sur le site internet. Dans les publicités, tous les médias qui ont fait la publicité de cette application, parce qu'il y a eu beaucoup de publicité sur cette application, on nous explique que ce sont des chercheurs du CNRS, donc le CNRS est complètement impliqué dedans. Sauf que là où ça pose problème, c'est que officiellement, le CNRS ne peut pas faire ce genre d'initiatives qui sont totalement partiales, c'est-à-dire qu'elles ont un partisanisme politique. Le règlement en fait attaché aux chercheurs demande à ce qu'on respecte toutes les pluralités d'opinion et qu'il y ait une impartialité quand il y a des initiatives de recherche. Or là, on voit très clairement que Hello Kitty n'est pas du tout neutre politiquement. C'est un collectif qui appelle très ouvertement à migrer X pour lutter contre l'extrême droite. Donc quoi qu'on pense, même si on est en opposition avec l'extrême droite, ou en tout cas les partis du Rassemblement national ou autres, sont des partis qui font partie de la vie politique et en tant que chercheurs, ils n'ont pas le droit en fait de faire des initiatives qui visent directement à aller à l'encontre ou en tout cas à nuire à certaines idées politiques. Et puis il y a une dernière question qui se pose, c'est eh bien cette entité-là, donc qui n'a pas d'entité juridique, ce collectif du CNRS, enfin ce collectif Hello Kitty, est-ce qu'il a le droit d'avoir ce type d'initiative, sachant que ça va à l'encontre, c'est en fait quelque part chercher à nuire à une société privée. Et là aussi, il y a un flou juridique total. Donc oui, cette affaire pose énormément de questions. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dessus. Il y a eu une plainte qui a été déposée par l'association Cercle Droit et Liberté. Donc on va voir où ça va pouvoir être mené. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour le moment, on n'en sait pas plus sur cette affaire. Et surtout, c'est un échec.
ça n'a pas tellement marché. Finalement, malgré toute la publicité qui a été faite dessus, on voit que très peu de gens finalement ont migré X. Il y a eu très très peu de transferts. Voilà pour cette affaire. Justement, une question qui se pose parce que l'existence d'outils comme HelloKitty, ça n'a pas fait régresser la plateforme. On voit justement que X est dans les tendances App Store et n'a jamais presque été aussi importante à l'heure actuelle. Donc, comment se finit cette affaire finalement pour vous? Cette affaire, en fait, bah, de toute façon, on s'y attendait. C'est-à-dire que ils ont fait toute une publicité. En fait, c'est un collectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que elle est révélatrice, cette affaire. Au fond, c'est pas finalement l'initiative en elle-même qui a été un peu, j'ai envie de dire, un tempête, enfin, voilà, comment, je me rappelle même plus quelle est l'expression, mais ça n'a pas eu vraiment d'effet, si vous voulez. Il y a eu toute une publicité dessus. Ce qui a scandalisé pour nous, c'était surtout que le CNRS serve en fait finalement à des projets politiques qui ne sont absolument pas neutres, même si la neutralité dans la recherche ça n'existe jamais vraiment. Mais là, on est vraiment sur un objectif purement politique et revendiqué comme politique. Et c'est ça qui a posé problème. Mais derrière, finalement, cette initiative, elle n'a pas donné grand-chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, X est l'une des plateformes, le principal média d'information au monde. X est numéro 1 comme média d'information dans le monde. C'est-à-dire que, alors, pas forcément en France, ça ne veut pas dire qu'en France, c'est la plateforme qui est la plus utilisée pour s'informer. On n'en est pas encore là, mais au niveau mondial, c'est-à-dire que par rapport à d'autres médias d'information qui sont utilisés, pour le moment, X est vraiment bien en avant. Donc, mine de rien, Elon Musk a fait un grand coup en rachetant X. C'était déjà le cas, hein. Twitter, avant, était quand même aussi une très grande plateforme d'information. Mais là, avec cette espèce de libéralisation, entre guillemets, de l'information sur la plateforme, eh bien, il y a beaucoup de gens, puis le développement aussi des médias alternatifs, sachant que la victoire de Donald Trump, c'est aussi une victoire des médias alternatifs. C'est ça qu'il faut comprendre. La victoire de Donald Trump, elle n'aurait pas été possible sans les médias alternatifs, puisque tous les médias, tout ce qu'on appelle legacy médias en anglais, c'est-à-dire les médias institutionnels, hein, les médias d'élite, tous ces médias-là ont été à 80% contre Trump. Donc aujourd'hui, ce sont les médias alternatifs qui ont gagné, en tout cas aux États-Unis. Reste à savoir comment ça va évoluer en France, mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il y a de plus en plus de gens qui s'informent sur les médias alternatifs, il y a des montées d'audience importantes, et ça fait paniquer énormément de gens. Et dans ces gens, vous avez ces gens qui ont développé l'application, en tout cas qui ont fait partie du collectif HelloKitty. C'est pas pour rien que autant de journalistes et autant de médias, vous avez eu des migrations donc de Le Monde, de Ouest France, de Mediapart, etc., qui ont officiellement annoncé qu'ils quittaient la plateforme X. Mais derrière, on voit qu'il y a des techniques pour quand même continuer à publier sur ces plateformes, puisque les journalistes, par exemple, les journalistes du Monde, les journalistes, enfin Edoui Plenel, par exemple, de Mediapart, continuent à poster les articles du site. Donc, on voit qu'il y a quand même des moyens de faire circuler l'information. Donc oui, c'est un échec actuellement. Et je pense que d'ici quelques temps, tous ces médias qui ont dit qu'ils quittaient X finiront par revenir parce que je pense qu'ils n'auront plus tellement le choix à un moment donné. Pour revenir un peu sur le rôle du CNRS, pour expliquer, on peut dire que c'est un laboratoire public qui a développé un outil qui facilite l'abandon d'une plateforme privée, comme on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est une prise de position politique pour vous, clairement? Ce n'est pas que pour moi, c'est une prise de position politique assumée par ce collectif. C'est-à-dire que ce collectif a ouvertement revendiqué qu'il s'agissait d'une initiative politique. Donc ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas les journalistes citoyens qui le disent, c'est eux-mêmes, ils disent on est là pour lutter contre l'extrême droite. Et de toute façon, dans énormément de questions, voilà, quand vous allez sur les foires aux questions sur ce site internet de HelloKitty, il est très clair qu'il s'agit d'une position politique. Surtout que pour le cas de David Chavalarias, c'est pas du tout neutre parce que
Euh, L'Institut des systèmes complexes, en tout cas David Chavalarias, a publié beaucoup de choses qui servaient à faire en fait des cartographies de personnes sur les réseaux sociaux. Et lui, ce qu'il étudie, ce sont des tendances politiques, c'est-à-dire comment évoluent les interactions en ligne sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il a remarqué, c'est que, enfin, pour lui, il a fait vraiment des espèces de coloration des évolutions des interactions en ligne. Et ce qu'il a montré, c'est l'évolution de l'extrême droite, l'évolution des extrêmes. Et derrière, lui, dans ses études, il dit à quel point c'est dangereux et que les fausses informations circulent chez les extrêmes. Et il faut comprendre que tout ça, c'est de la propagande politique. Quand il fait ce genre d'études, ce n'est absolument pas neutre. Quand il utilise pour dire que des fausses informations circulent chez les extrêmes, il n'utilise pas du tout des données neutres, il utilise par exemple des données, enfin en tout cas les fact-checking qui ont été faits par les décodeurs du monde. Or, les décodeurs du monde ne sont pas neutres dans leur fact-checking, c'est-à-dire qu'ils vont systématiquement cibler des fact-checking qui ont finalement pour objet de prendre la défense d'Emmanuel Macron et le plus souvent de critiquer les extrêmes, en tout particulier l'extrême droite ou les thèmes affiliés à l'extrême droite, comme l'immigration, etc. Donc forcément, quand vous retrouvez à utiliser cette base de données qui n'est pas neutre et de dire, ben voilà, qui partage le plus ce genre d'informations, eh bien vous allez vous retrouver avec des cartographies qui vont dire, ah ben, les extrêmes partagent le plus de fausses informations. Donc tout ce que fait David Chavalarias est déjà biaisé. Et tout ce qu'il utilise pour en fait appuyer son initiative politique, comme Hello Kitty X, comme le fait de dire il faut quitter X, mais il faut aussi quitter Facebook, etc. Tout ça, c'est appuyé par un objectif purement politique. Donc pour bien expliquer aux personnes, le laboratoire public qui est payé avec nos impôts, du coup, permet à des chercheurs de s'engager politiquement d'un côté ou de l'autre sur cette affaire. En soi, si vous voulez, un chercheur du CNRS ou d'autres entités publiques a le droit officiellement de prendre des positions politiques, mais pas sous la bannière du CNRS. Et on est toujours sur un contour qui est un petit peu flou. Officiellement, le CNRS, ils ont le droit de étudier des phénomènes politiques, mais pas de prendre parti. C'est ça, en fait, la différence. Et là, clairement, dans l'initiative Hello Kitty X, on prend parti. On prend parti pour dire que X serait une plateforme, entre guillemets, toxique, et on prend parti pour dire que les idées associées à ce qu'ils appellent l'extrême droite, ça déjà, rien que le fait de dire c'est l'extrême droite, etc., on peut mettre un peu tout dessus, c'est déjà prendre parti. Ça, officiellement, non, c'est totalement contraire à la charte idéologique du CNRS. Et c'est d'ailleurs pour ça que le CNRS, je pense, a dit qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. Parce qu'à un moment donné, non, en tant qu'entité publique, ils n'ont pas le droit de faire ce genre de choses, évidemment. Est-ce que pour vous, en tout cas, en ce moment, la liberté d'expression, elle est menacée en France et dans l'Union européenne avec tout ce qu'on voit actuellement? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que avec le rachat de X par Elon Musk, on a eu une certaine libéralisation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette libéralisation, elle n'est pas actée en France, puisque X France, en tout cas la direction de X France, a un peu changé, mais n'est pas tout à fait encore, n'est pas sur des positions, on va dire, ultra pro-liberté d'expression, comme c'est le cas d'Elon Musk. Je ne sais pas si ça va changer, mais en tout cas, voilà, au niveau de la France, on est vraiment sur une stature de on va respecter le règlement européen, etc. Oui, la liberté d'expression est menacée depuis déjà un moment. Encore une fois, il y a eu, je pense que l'effet Donald Trump
parce qu'il y a eu effectivement X, mais il y a eu aussi Mark Zuckerberg qui a dit maintenant on a arrêté la censure, nous allons partir sur des communautés notes. Et puis on voit qu'il y a un mouvement aussi du côté de Google avec YouTube qui décide de moins censurer en tout cas des opinions politiques comme il le faisait avant. Je pense que ce mouvement-là, qui de toute façon ce sont des plateformes américaines, ça va arriver en France. Donc ça libéralise beaucoup de choses. Mais nous, derrière, on a un espace de l'Union européenne qui, lui, veut davantage censurer. Et dans un espèce de mouvement de panique, c'est pour ça que Hello Kitty, c'est un mouvement de panique. C'est un cri de panique en disant mon Dieu, il faut qu'on quitte X parce que eh bien, ces opinions-là, alternatives, parce que c'est pas quand on met l'extrême droite, ça peut être les idées souverainistes, les idées même de démocratie directe, etc., etc. Et les idées qui critiquent, qui vont avoir un rapport différent à l'immigration, mais ça va bien au-delà. C'est tous ceux qui critiquent l'Union européenne aussi. Donc toutes ces idées-là qui gênent beaucoup nos oligarques, entre guillemets, européens, sont en train de se diffuser, de prendre la force grâce aux plateformes américaines. Et là, il y a une crainte énorme qu'elles puissent davantage se diffuser. Donc oui, la liberté d'expression, elle est, je pense, menacée. Il y a de plus en plus de pression sur ces plateformes pour qu'elles censurent les opinions en ligne. On voit qu'il y a des pressions là actuellement au niveau des médias. On a eu la fermeture de C8 récemment. Qui est un petit peu plus compliqué que de dire qu'il s'agit d'une censure politique. J'ai regardé le dossier, je suis un petit peu plus nuancée dans ce qui s'est passé, mais il n'empêche que oui, c'est quand même, ça pose énormément de questions de comment se fait-il qu'aujourd'hui on est de plus en plus à censurer certains médias parce que ils ont eu des opinions parfois trop libres. Et ça, c'est, je pense, oui, effectivement, très inquiétant actuellement. Et sans parler, bien sûr, des médias mainstream qui, on le voit, sont complètement ne vont pas avoir une discussion, ne vont pas davantage faire circuler plus d'informations. On le voit aussi avec la guerre en Ukraine. On a eu également un acteur comme Thierry Breton sur Hello Kitty, ancien commissaire européen qui a fait le DSA, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de son rôle dans Hello Kitty ? Parce que du coup, il soutient, ce que j'ai compris, mais il était là à la soirée d'inauguration, par exemple, mais il a dit qu'il ne quitterait pas X. Oui, et c'est ça qui est très drôle, si vous voulez, c'est que vous avez plein de personnes qui étaient là et qui ont dit qu'il n'allait pas quitter X, finalement. Non, Thierry Breton, je pense qu'il a voulu faire... à mon avis, je pense que sincèrement, que c'est lui derrière cette histoire-là. Je pense que c'est une initiative de gens comme David Chavel-Arias et certains groupes associés, qui lui sont associés, qui sont des gens voilà, qu'on pourrait taxer de gauchisme. J'aime pas trop le mot toujours, mais voilà, des personnes qui sont un petit peu dans cette espèce de opposition frontale à tout ce qui peut avoir un rapport de près ou de loin à des idées souverainistes, à des idées conservatrices, etc. Donc il y a ce collectif-là d'un côté, et puis il y a donc David Chavel-Arias et Thierry Breton, qui n'est pas quelqu'un de gauche, il n'a jamais été de gauche, Thierry Breton. Thierry Breton, je pense que c'est une manière de s'opposer, de faire un espèce de coup de pied à Elon Musk. C'est pas la première fois que les deux s'affrontent un peu sur les réseaux sociaux. Il y a pas longtemps, on a eu quand même Elon Musk qui s'est moqué de sa coiffure, donc c'était quand même allé assez loin. Thierry Breton, il y a peu, disait, on le voit un petit peu partout en ce moment sur les plateaux télé, nous disait qu'Elon Musk n'était pas élu. Mais monsieur Thierry Breton n'a jamais été élu par qui que ce soit, en fait, non plus. Et puis, surtout, monsieur Thierry Breton, il a quand même un parcours qui pose beaucoup, beaucoup de questions. Toutes les entreprises par lesquelles j'avais fait un tweet là-dessus, enfin, j'ai fait tout un article dessus, toutes les entreprises par lesquelles est passé monsieur Breton,
se sont effondrés après son départ, ou ont eu des problèmes juridiques très importants. Donc Thierry Breton n'est pas là, enfin, il est assez culotté de se permettre de donner des leçons. Et depuis qu'il n'est plus à la Commission européenne, je pense qu'il profite un petit peu de cette polémique pour apparaître dans les médias. Je pense que c'est du pur opportunisme. Et à mon avis, l'histoire d'Hello Kitty, c'était aussi dans une dimension complètement opportuniste là-dessus. Mais c'est là où on voit toute l'hypocrisie de quelqu'un comme Thierry Breton, puisque lui-même n'a pas quitté X. Donc c'était vraiment juste une manière pour tenter d'aller à l'encontre d'Elon Musk. Et on voit qu'Elon Musk ne s'est même pas intéressé à l'affaire. Donc c'est pour vous dire que ça a été un échec assez cuisant. Mais alors pourquoi lui donner encore l'opportunité de faire tous ces plateaux? Parce que oui, c'est vrai qu'on le voit à peu près une fois par semaine parler du DSA en disant que l'Europe doit le faire appliquer, mais alors qu'il n'est plus commissaire européen. Alors non, il n'est plus commissaire européen, mais alors déjà, si vous voulez m'interroger sur savoir comment sont utilisées les invitations par les médias, je serais incapable de vous répondre. Hein. On entend encore quelqu'un comme BHL sur certains plateaux, je veux dire. Donc, alors que beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi, qui sont encore invités. Donc, Breton, c'est un homme politique, c'est quelqu'un de réseau, c'est quelqu'un qui marche très bien en réseau. C'est quelqu'un de très proche de Monsieur Bernard Arnault, hein, qui est, je pense, la personne qui a le plus de pouvoir dans ce pays. Donc Thierry Breton, évidemment, c'est quelqu'un qui a un réseau d'influence important. Sur l'application du DSA, le DSA, il faut comprendre que c'est quand même une réglementation qui est très floue et qui peut être dangereuse selon la manière dont on peut la lire. C'est-à-dire qu'il y a l'Union européenne a toujours fait des textes comme ça. C'est toujours très flou pour prétendre que ce sont des textes démocratiques quand il ne s'agit pas de démocratie. Mais si vous voulez, dans le texte dans la réglementation du DSA, il y a des possibilités pour officialiser la censure d'opinion politique. Et ça, c'est très dangereux, très très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a cette idée il faut lutter contre alors non pas des phénomènes de crise, mais des risques systémiques. Et donc, le fait de préparer les risques systémiques, c'est toujours très flou. Mais quels sont les risques systémiques? Le risque posé à la démocratie, le risque de faire monter l'extrême droite, le risque de faire monter la radicalisation, etc., etc. Ce sont des prétextes qui peuvent être utilisés pour censurer des opinions politiques. Et le DSA, aujourd'hui, on le voit, n'est pas complètement appliqué. Les plateformes, pour le moment, elles font le minimum syndical, mais il y a toute cette question de savoir qui vont être des signaleurs de confiance, c'est-à-dire des personnes qui vont être chargées de signaler des contenus en ligne. On n'a pas pour le moment, on ne sait pas quelles sont les organisations qui vont permettre de censurer ou de décider quelles sont les opinions en ligne. Voilà, pour le moment, le DSA n'est pas complètement appliqué, mais on le voit, ce système-là, il va servir à prendre davantage de pouvoir sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, Thierry Breton, il n'y a pas longtemps, il nous a expliqué que maintenant, on pouvait annuler une élection sans aucun problème. C'est-à-dire que l'Union européenne, il n'y a pas longtemps, elle a mis une pression pour annuler les élections en Roumanie, au prétexte d'ingérence russe, alors qu'il n'y a pas du tout de preuves de cette ingérence-là. Il n'y en a même aucune. Au contraire, il y a eu par contre des preuves qu'il y a eu des achats publicitaires qui ont servi. Donc, le candidat Georgescu, qui était le candidat souverainiste, a été élu. Et on nous a dit qu'on pouvait annuler cette élection sans aucun problème parce que il y a eu des soupçons d'ingérence russe. Encore une fois, les rapports ont révélé qu'au contraire, en fait, il y a eu des achats publicitaires pour faire monter pour payer des influenceurs et que ça a été payé par le parti au pouvoir, le parti libéral au pouvoir, mais que finalement ça a profité
Monsieur Georgescu. Donc en fait, il y a pas, on n'a aucune preuve d'ingérence russe. Mais quand même, avant cette décision-là, on a pris ce prétexte de l'ingérence russe pour pouvoir censurer, ou en tout cas annuler une élection. Et là, on est sur une bascule qui est extrêmement grave. Et vous avez même Elon Musk euh, qui s'est opposé à ça, qui a trouvé ça absolument scandaleux. Donc là, on voit qu'on a toute une partie de l'Union européenne qui est en grande panique face au pouvoir que prennent actuellement ces nouveaux chefs d'État américains, et on ne sait pas comment elle va réagir. Mais ce qui est sûr, c'est que est-ce qu'elle peut réagir vers davantage de censure, en tout cas tenter davantage de censure? Je pense que oui, c'est le chemin qu'ils vont essayer de prendre. Justement, ça nous amène à une question. Est-ce que X pourrait être banni de l'Union européenne? Alors moi, je pense ça pas du tout. Je crois pas. Je pense pas qu'on ira jusque-là. Je pense encore une fois que ce qui va se passer, c'est surtout des pressions sur X France, des négociations de toute façon avec la société X, pour qu'il y ait en tout cas un minimum de régulation. Mais le bannissement, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. X est une plateforme qui a beaucoup trop, il y a beaucoup trop d'incidence, il y a beaucoup trop de pouvoir. Et puis surtout, mine de rien, c'est un Elon Musk, dirigeant de cette société, n'est plus n'importe qui. C'était pas n'importe qui avant, mais maintenant c'est quelqu'un qui fait partie de l'administration Trump. Et clairement, si l'Union européenne décidait de bannir une plateforme comme X, je pense que la réaction de Trump ne serait pas petite du tout. Et là, on voit déjà à quel point il panique sur des menaces de droits de douane sur d'autres sujets. Imaginez que si on bannissait X, vous pensez bien que quelqu'un comme Donald Trump ne va pas réagir avec du velours, quoi. En tout cas sur du velours. Donc je ne crois pas que non, je ne crois vraiment pas que ça ira là. Je pense encore une fois qu'on va tenter de faire ça au niveau européen, c'est-à-dire qu'on va tenter de négocier avec les filiales européennes, donc par exemple la filiale France. Pour pousser en tout cas de la régulation comme ils veulent. Je pense qu'il y a aussi, on va peut-être légiférer davantage sur cette question de la fausse information, de l'ingérence, etc., pour aller aussi davantage vers un fédéralisme européen. Euh, mais non, le bannissement de X, non, je ne crois pas du tout. Bah justement, je vous ai posé cette question parce qu'il y a un mois, Thierry Breton était sur un plateau et il a déclaré que si le règlement DSA de censure était plusieurs fois, comment dire, qu'il n'était, que X n'allait pas au bout et ne respectait pas les règles du DSA, c'était possible. Oui, c'est bien sûr, mais c'est toujours possible si vous voulez, mais techniquement c'est possible. Mais encore une fois, le contexte ne permet pas ça. Non, par contre, ce qui peut être fait avant, c'est des amendes. Mais même ça, je pense qu'ils peuvent aller sur une amende, je crois qu'ils peuvent aller jusqu'à 6% du PIB, donc, enfin, pardon, pas le PIB, mais 6% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Ils pourraient aller jusque-là. Je pense sincèrement qu'ils n'iront pas jusque-là. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, quelqu'un comme Elon Musk a beaucoup trop de pouvoir. Après, est-ce qu'ils vont pas faire encore une fois, je pense qu'Elon Musk aussi va peut-être aussi négocier et surtout les filiales européennes vont négocier pour qu'il y ait un entre-deux, c'est-à-dire un compromis où on autorise finalement le DSA à être appliqué, où on autorise des signaleurs de confiance entre guillemets à pratiquer cette modération. Avec donc un minimum, mais je ne crois pas du tout qu'on ira sur des amendes records comme ils essayent de le prétendre. Aujourd'hui, il y a un rapport de force qui a complètement changé. On n'est plus sous Biden, on n'est plus sous l'administration démocrate, où là avant, effectivement, quelqu'un comme Thierry Breton et comme l'Union européenne pouvaient entièrement jouer les gros bras et dire on va faire ci, on va faire ça. Là, ce n'est plus le cas. Là, ce n'est clairement plus le cas. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tous ces mouvements de panique, comme Hello Kitty X, quoi. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Madame Ismaëline, de nous avoir écoutés puis d'avoir répondu à nos questions. Et Merci à j'espère vous. qu'on se reverra bientôt. Bien sûr, avec plaisir.